Bonsoir à tous. On est content de vous accueillir. C'est le dernier live testing avant la trêve estivale. Mais c'est le dernier, mais ce n'est pas le moindre. On a la chance ce soir d'accueillir Héloïse et Antoine Liénard. Bonsoir. Voilà, qui vont nous présenter le domaine Antoine Liénard, qui se trouve dans le charmant village de Comblanchien derrière moi. Nous parler de ça. Ils viennent de lancer une campagne de crowdfunding sur Winefunding. Donc, on est très, très content de les accompagner. Peut-être vous pouvez nous parler un petit peu d'abord de où se trouve le domaine. Tu veux? Non, vas-y. En fait, on est donc situé à Comblanchien. C'est le village qui jouxte Promauprissey. Et on est sur le canton de Nuit-Saint-Georges. Je ne sais pas si vous avez la carte. Comblanchien, c'est plutôt connu à la base pour la pierre. Et, il y a des carrières de pierre, c'est ça? Ouais, la carrière, la plupart des grands monuments parisiens sont faits en Comblanchien, la gare de Lyon et j'en passe. Voilà. Et en fait, on a repris l'exploitation de notre grand-père qui a arrêté en 92, qui nous a quittés en 2018. Et depuis 2010, on s'est lancé dans cette aventure-là. Ma sœur m'a rejoint il y a 3 ans. Et voilà. Super. Et le grand-père faisait le vin un peu de la même manière? C'était le même périmètre? Ouais, et en plus, nous, au début, on était parti plutôt dans un style un peu conventionnel. Beaucoup de bois neuf, des grosses extractions, enfin vous connaissez ça à Bordeaux. Et depuis là, depuis 2015, on a fait un virage à 90 degrés. On a converti le domaine en bio, on est passé en biodynamie et on fait maintenant des vins sans intrants. On est parti, voilà, vraiment faire. On met un minima, on met un tout petit peu de sulfite à la mise en bouteille et voilà. On va en parler des méthodes de vinification. Je reviens sur ton grand-père. C'est cette photo? C'est toi avec ton grand-père? Oui, c'est le papy et moi. C'est en 2016. Papy avait 93 ans là. Wow. Moi, j'avais encore des cheveux. Ça nous fait super plaisir de savoir que tu reprenais le domaine. Ouais. En fait, j'ai passé beaucoup de temps avec mon grand-père. On habitait dans la même cour, il habitait dans la maison au-dessus et moi dans la maison en bas. Donc, ce qui est absolument génial, c'est qu'on a pu passer beaucoup de temps ensemble. Bien. Et donc, les différents terroirs, je reviens sur le domaine. On disait que c'était situé à Comblanchien. Combien d'hectares? C'est quoi les terroirs que vous avez? Là, aujourd'hui, on a 5 hectares, un petit peu plus de 5 hectares. On a une grosse majorité de Côte de Nuit Village. Donc, Côte de Nuit Village, si tu veux, c'est une appellation un petit peu bâtarde au sein de la Côte de Nuit. Il y a une partie du Clos de la Maréchale qui est en Nuit-Saint-Georges premier cru, qui est sur la commune de Comblanchien. Et Promauprissey, donc le village qui nous touche, tout est en Nuit-Saint-Georges premier cru. Quand tu tombes de l'autre côté du mur, tu te retrouves en Côte de Nuit Village. Donc, ce n'est pas tout à fait évident quand tu habites dans une région où tu produis du pinot noir, où il n'y a que des grands noms de villages évocateurs, type Chambol, Vaudremannais, Gevrey-Chambertin, tout ça. Mais il n'empêche que c'est des terroirs très, très intéressants à travailler. Très, très intéressants. Donc, nous, la majorité du domaine est sur Comblanchien. On a un tout petit peu de Nuit-Saint-Georges. Ça représente une vingtaine d'arts. Voilà, et des Bourgognes rouges, blancs et aligotés, aussi sur la commune de Comblanchien. D'accord. Voilà. Donc, notre force, si tu veux, c'est qu'on a vraiment une capacité d'action très rapide, quoi. On est tous sur le même village. Okay. Là, on voit justement les… Ah, attends, je vais partager. Il y a une petite carte de terroir là. Je vais partager avec tout le monde. Je ne sais pas si vous la voyez. Pardon. Hop. Tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu, parce qu'en Bourgogne, c'est ça qui est merveilleux. La magie de la Bourgogne, c'est qu'à 50 mètres près, on peut passer sur un autre terroir et avoir une expression complètement différente. Là, tu reconnais cette carte? Oui. Alors, vous êtes où là? Donc, nous, les Gevrey, ils sont en Régnard, juste en dessous, à gauche, voilà. Ils sont placés là vers la route. Ok. Donc ça, c'est pareil. Là, on est vraiment Gevrey-Chambertin. C'est un village assez magique parce qu'on est dans le cône de déjection de la cône de Lavaux.
Et enfin, tu vois, c'est un des villages où il y a vraiment tous les grands crus emblématiques. Et là, on est juste en dessous des Chambertin Claude Bèze. Enfin, c'est vraiment un très très beau terroir, très argilo-calcaire avec beaucoup de cailloux. Ça donne des vins qui ont un super grain. Et donc ça, c'est de l'achat de raisin. On n'est pas chez nous là. D'accord. Oui, justement, comment vous fonctionnez? Vous avez les 5 hectares, c'est ce que vous cultivez, c'est ça? Ouais, c'est Ouais. la propriété, le domaine. Et ensuite, on fait un petit peu d'achat de raisin, donc à Gevrey-Chambertin, à Meursault. Et on achète des gamets à Fissin également pour faire du 100% gamay bourguignon et bio. Ok. Si tu veux l'idée des achats de raisins, on le fait qu'avec des amis à nous. Donc on sait on connaît les conditions de production des vignes. On ne fait pas du négoce pour faire du négoce, c'est plus pour s'amuser et jouer un petit peu avec les différentes appellations de la côte, quoi. Là, on devrait rentrer, j'ai été voir les vignes cet après-midi, deux jolis premiers crus aussi. C'est pour se faire plaisir plus qu'autre chose, quoi. Non, pour ceux qui ne connaissent pas forcément très bien la Bourgogne, il faut savoir que c'est très difficile de pouvoir exploiter des parcelles de vignes en Bourgogne, de trouver un fermage et encore plus d'acheter des vignes. Et donc souvent, ça se fait beaucoup d'acheter des raisins. Et si on fait un bon travail de suivi avec des personnes fiables qui travaillent bien avec les mêmes convictions, on va dire en bio, on peut avoir des résultats quasi équivalents à des vignes qu'on travaillerait soi-même. Bien C'est sûr. ça, c'est ça. C'est vrai que les gens, parfois, ils pensent que, comme tu l'as dit, le mot négociant, parfois, c'est perçu comme un gros mot. Mais en Bourgogne, le négociant vinificateur, c'est quand même pas du tout la même chose, quoi. C'est-à-dire que souvent, c'est comme ça que vous travaillez, hein, Surtout à vous l'échelle. Ouais. allez passer du temps dans les vignes, vous allez échanger avec le viticulteur, et ensuite, c'est vous qui vinifiez les raisins. C'est ça. C'est ça. On va les vendanger et après. On les vendange très important et comme ça on choisit vraiment notre date de vendange, ce qui est super, ce qui est super impactant pour la qualité finale du vin. Et on fait le suivi. Tu vois, moi là j'ai vu deux vignerons cet après-midi, ça m'a coûté l'après-midi quoi. Et blablabli, et blablabla. Enfin voilà, c'est des super moments d'échange. Hein, mais voilà, il faut faire ça si tu veux pour voilà, pour avoir des jolis raisins. Oui, oui, oui. Donc, et après, une fois que vous avez, tu parlais de vendange, ça c'est effectivement la date de vendange, c'est quand même le premier geste œnologique, hein. Le choix de la date, c'est crucial. Quoi. À un jour près, on peut passer sur des arômes confiturés, au contraire, on peut être trop vert si on vendange trop tôt. Et la vendange, elle se passe comment? Parce que là, on a des photos là où ça arrive au chai, vous vendangez à la main. Bien sûr. Bien sûr. Si tu veux, tous les vins sont produits à 100% vendange entière. Donc les grappes sortent de la ville. Enfin, tu as le vendangeur qui coupe la grappe, qui trie, qui la met dans le seau. Du seau, ça passe au bac que tu vois sur la photo. Et du bac, ça passe dans la cuve directement. Voilà. Il n'y a pas de table de tri pour triturer les raisins en plus et tout. On essaie vraiment dans tout ce qu'on fait en termes de cave, de vinification et tout, d'être les plus minimalistes possible. Donc, c'est 100% vendange entière. Sans tous les rouges, ouais. On n'a pas des rafloirs en fait. C'est plus simple. Alors ça, pour une petite précision, pour ceux qui ne savent pas forcément, c'est que souvent les raisins sont égrappés et ensuite foulés. Égrappés, c'est-à-dire qu'on enlève les baies et on écarte les rafles et on ne met que les baies dans la cuve. Et avant de les mettre dans la cuve, on les foule, c'est-à-dire qu'on dilacère la pellicule de manière à faire sortir la pulpe tout de suite et favoriser l'extraction. Dans la vendange entière, c'est pas ce qui se passe et du coup, il faut avoir, je pense, des rafles bien mûres pour C'est pas ça. avoir de la verdeur et des rafles saines. C'est encore plus, je pense, difficile de travailler comme ça, quoi. C'est plus difficile si tu veux, mais après, quand on a goûté au style de vin, donc on appelle ça des semi-carboniques, parce qu'il y a Ouais. quand même toute une partie de la fermentation qui se passe en intracellulaire, donc à l'intérieur de la baie. Et ces vins-là produisent du fruit, mais enfin moi, nous, ce qu'on aime ici, c'est avoir des vins croquants sur le fruit. Et ensuite, la vendange entière, si tu apprends à ne rien faire, entre guillemets, il y a aucun souci, quoi. Tu n'as jamais de verdure, de verdeur, de choses comme ça. Enfin, c'est, on se retrouve complètement dans ce style-là, en fait. Voilà, c'est une conviction profonde. Et ça, effectivement, la macération carbonique, c'est une technique super intéressante pour amener du fruit. Et là, ça se passe assez naturellement, en fait. Comme on ne foule pas les raisins,
En fait, naturellement, il y a une fermentation qui se fait dans les baies. Et petit à petit, les baies se dilacèrent d'elles-mêmes, en fait. Exactement. Et ça se libère très progressivement. On est sur combien de temps de macération, là? On est environ entre 8 et 14 jours pour les cuvées les plus poussives, on va dire. Mais on essaye de pas. Voilà. Les cuves sont goûtées matin et soir. On renifle les chapeaux matin et soir aussi pour voir que tout se passe bien. On suit la densité. Et derrière, on fait, tu vois, sur un millésime comme 2018, là, ce qu'on goûte, on a fait peut-être un remontage tous les 3 jours, quoi. Enfin, on est vraiment, on se positionne en qualité de spectateur et d'accompagnateur de tout ça. C'est ça le but. De temps en temps, on foule un petit peu. Si besoin est, on va faire un foulage pour libérer un petit peu de jus et accélérer un peu les fermentations si elles sont un peu trop languissantes. Il n'y a pas de souci. Alors là, on a une photo là sur le. Je ne sais pas si je peux la montrer parce que c'est un foulage En maillot de bain. en maillot de bain. Attention, la photo est. J'espère qu'il n'y a pas d'enfant dans le coin. Non. Ouais. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Là, c'est un foulage. En fin de fermentation, une fois que la fermentation est bien lancée. Il y a quelqu'un qui veut nous rejoindre là. Et là, on est à quel stade, tu dis, en fin de fermentation? Ouais, en fin de fermentation. Bah, on voit d'ailleurs toutes les baies sont bien. Toutes les baies sont. Enfin, tu vois déjà, tu vois la couleur du chapeau, la couleur de la mousse qui remonte. Voilà. Là, c'est plus du jus de raisin, c'est du vin. Ça donne envie là. Quand on peut manipuler un petit peu plus les cuves quand on est sous atmosphère protectrice sous CO2, tu vois. Mhm. Il n'y a pas de problème. Mais sur les raisins fraîchement rentrés, on n'y touche quasiment pas. Et donc, qu'est-ce que ça donne en dégustation là? Si on peut commencer là, moi j'ai servi le Bourgogne Pinot Noir. Ouais. Et ça, est-ce que d'autres personnes ont ça avec eux? Bourgogne Pinot Noir, donc 100% Pinot Noir. Je ne sais pas si d'autres personnes ont pu commander les vins là. Il y a quelques commandes de vins. Je crois que c'est les personnes qui sont un peu en retard, quoi. Ah. Corbeille de fruits frais. Et moi, je l'ai ouvert juste avant là. En plus, il est à fraîcheur. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu peut-être de cette cuvée là? Ça s'est fait avec quel terroir? Si tu veux, c'est des terroirs qu'on a sur Comblanchien, en laitin et au bœuf chaud. Et c'est des très vieilles vignes, comme la majorité des vignes du domaine. On est sur des vignes qui ont entre 60, enfin, on va dire 50, entre 50 et 90 ans. Et c'est en termes de viticole, on est sur des travaux toujours soignés, des bourgeonnages sévères, des relevages. Moi, je suis un petit peu maniaque. Il va falloir que je me détende un petit peu avec tout ça, parce que j'ai un niveau d'exigence tel que des fois, c'est pas tout à fait réalisable. Ça dépend des années. Des fois, tout se fait bien, et des fois, c'est un peu plus compliqué. Et on essaye, voilà, d'adapter la charge des vignes en fonction de l'année, en fonction de la climatologie. Et d'arriver sur des moyennes de production entre 30 et 45 hectolitres hectares suivant les appellations. Et voilà. Là, on goûte le millésime 2018. Ouais. Et une bombe de fruits, c'est impressionnant, quoi, dès l'ouverture. Et puis après, en bouche, je trouve beaucoup de fraîcheur et on retrouve le fruit. C'est ça. C'est la vendange entière. La vendange entière, ça travaille toujours un petit côté un peu mentholé. Et en termes de texture, moi, ce qui m'intéresse le plus dans les vins rouges, c'est la texture. Il faut que ça glisse, que ce soit de la soie, quoi. Et surtout pour le Pinot Noir. Le Pinot Noir, c'est un des cépages qui doit être comme ça. Tu vois, j'ai le virage à 90 que j'ai fait, mais je m'y retrouve beaucoup plus dans ce style de vin-là que dans des vins un peu type Parker, tu vois, avec plus de bois neuf et plus d'extraction. Des vins qui seront très très bons dans 10-15 ans parce qu'il y avait une très belle matière à la base. Mais il faut que tu puisses avoir du plaisir dans la jeunesse et il faut que tu puisses te dire que les vins, tu peux les garder sans souci plusieurs années, quoi. J'ai pas du tout regardé parce qu'on a aussi cette acidité qui permettra justement de garder la fraîcheur pendant de longues années, quoi. Moi, je trouve ça vraiment délicieux. Et je crois qu'il y a Olivier Gilbert qui nous a rejoint, là, je vois qu'il est connecté, qui avait commandé les vins. Je ne sais pas si. L'ami de Monsieur Dailly, à mon avis. Olivier, bonjour.
Ah, il faut mettre le micro. Oui, bonjour. Oui, effectivement, j'écoute d'une oreille. Je suis tout seul avec mes deux enfants en bas âge, donc c'est un peu compliqué. Mais j'ai mis la vidéo pour pouvoir écouter au moins des morceaux. Alors, moi, j'ai contribué au projet. Ah, En revanche, j'ai jamais goûté les vins du domaine. Euh, donc je suis content de soutenir le projet parce que j'étais assez séduit par les vidéos que j'ai pu trouver sur Internet et puis les explications, la démarche d'ensemble. Également conforté dans ma décision par des, des avis dithyrambiques, notamment que j'ai pu voir dans un ouvrage là, Soif d'aujourd'hui. Donc tout ça m'a voilà, éveillé ma curiosité. J'ai trouvé que c'était une bonne opportunité que de soutenir le domaine et de même la seule difficulté, c'est bon, d'attendre pour pouvoir déguster. Ça sera quoi ça sera du 2020 du coup, c'est ça? 2019. 2018. 2018, ils Ouais, auraient 2018 2018, en ouais. première. vous allez recevoir à la fin de la campagne, vous allez recevoir le 2018. Donc, c'est celui Ouais. qu'on est en train de déguster là. Je voulais D'accord. savoir si vous aviez déjà reçu. Je croyais que vous aviez commandé un pack dégustation, mais en fait, vous avez participé au projet directement. Exactement. Oui. À la fin de la campagne, vous recevez Merci. les 2018. Merci d'ailleurs, bravo pour votre participation. Je pense que c'est un beau projet et vous n'allez pas être déçus des vins. On va en parler du coup des vins et ça va, j'espère, vous donner envie. J'espère que vous n'allez pas être frustrés de ne pas pouvoir les goûter avec nous. Oui, parce que là, je ne vais peut-être pas tout suivre, mais on m'a dit qu'il y avait un replay, donc je pourrais rattraper tous les trous et écouter ça avec intérêt. Ça sera le cas. Et en tout cas, voilà, et puis, outre le soutien, voilà, si un jour j'ai l'occasion de passer dans la région, je serais vraiment ravi de pouvoir voir Avec les grand vignes et plaisir. pouvoir échanger en direct avec vous deux. Voilà, moi, je suis pas dans le métier du vin, mais c'est une passion. Tous les aspects techniques, on va dire, m'intéressent, mais tout en me dépassant parce que je n'ai pas ce savoir-faire, mais je trouve que c'est un métier voilà, formidable qui permet vraiment à la fois d'être dans l'agriculture, mais aussi d'être dans une approche un peu écologique, une approche commerciale, une approche vraiment de réflexion pour s'améliorer sans cesse et se remettre en question. Donc, ça Exactement. demande Ouais. beaucoup d'humilité, beaucoup de savoir-faire, d'intelligence, d'envie et de sueur. Donc voilà, je trouve que c'est un métier formidable. Très important la sueur, très important. Merci Olivier. Donc, on poursuit la dégustation. On va aborder des aspects techniques. Là, on a un petit peu parlé déjà de la vinification, du terroir et tout ça. N'hésitez pas à écouter d'une oreille. Vous pouvez vous mettre en mute si les enfants aussi veulent déguster. Voilà. Ils vont être peut-être pas très contents. Il y a un autre Olivier qui avait par contre commandé avec, je ne sais pas si c'est un ami, Laurent, qui avait commandé les vins. Est-ce qu'Olivier Schilvert, vous avez les vins avec vous? Vous voulez peut-être pas en parler? Ah, bon. Je ne sais pas s'il m'entend ou s'il veut se remettre en mute. Voilà. Donc, Olivier, n'hésitez pas. Ceux qui ont reçu les vins, ah oui, il n'y a pas de micro. On me dit en régie que Olivier n'a pas de micro. Un studio international de production, là. Non, mais Olivier, apparemment, a commandé les vins, donc il les déguste. Et si vous avez des questions, Olivier, n'hésitez pas à les passer via le chat. Hein, si vous n'avez pas de micro, apparemment, n'hésitez pas à les passer par le chat. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit, par exemple, n'hésitez pas. Si vous voulez ajouter des commentaires en plus, faites-le via le chat. Et comme ça, on permettra. Moi, j'ai beaucoup aimé vraiment ce vin parce que dès qu'on l'ouvre, il explose de fruits. Et on parlait de température de dégustation. Là, il était en cave, réfrigéré, donc il est sorti à peu près à 15 degrés. Et ça lui va super bien parce que ça renforce la fraîcheur. Et surtout, après, si on veut le laisser dans le verre, il va se réchauffer et il va raconter une histoire un petit peu différente. C'est toujours mieux d'avoir un vin un petit peu trop frais parce qu'il se réchauffe plutôt que de l'avoir trop chaud. On ne peut pas le refroidir. C'est sûr, ou avec des glaçons. Bah sacrilège. Super bravo pour cette belle cuvée parce que j'avais goûté il y a 6 mois au salon et je trouve que là il est vraiment bien en place. Là, c'est super. Ensuite, on parlait donc un petit peu de biodynamie. Tu as évoqué tout à l'heure, vous avez évoqué là, tous les deux la biodynamie. Comment que vous avez commencé ça en 2015, je crois. Oui, c'est ça.
Voilà, et qu'est-ce que ça a changé au niveau déjà du travail? Qu'est-ce que concrètement ça implique pour vous? Et ensuite, qu'est-ce que ça impacte sur les vins? En quoi ça impacte? Qu'est-ce que ça implique? Ça implique, là, il faut une implication justement de la part de toute l'équipe. Parce que quand c'est le bon jour en termes de calendrier lunaire ou en termes de bonnes fenêtres climato ou météo, il faut y aller, il faut y aller. Les silices, la 500, si tu veux, ça se fait tard en fin d'après-midi, donc c'est toujours plus facile. La silice, tu la brasses 1 heure avant le lever du soleil il faut la mettre, il faut l'appliquer tout de suite au lever du soleil. Donc, et après, pour les vignes, en termes d'énergie, de vibration, enfin, les vignes, quand tu te balades dedans, ça fait quelques années que tu te sens bien, tu sens qu'elles sont en forme et que ça marche pas. Et que ça marche. Au début, moi, j'avais une vision très cartésienne des choses. Et je me disais, la biodynamie, blablabla, blablabla. Et j'ai rencontré Dominique Masneau, qui est un des 2 plus grands conseillers techniciens en biodynamie, c'est les vieux de la vieille, et quand on s'est rencontrés pour que je mette ça en place sur le domaine, il m'a dit, Antoine, il faut que tu saches une chose, c'est qu'avant de parler de biodynamie, il faut que tu sois à jour de tes labours, à jour de tes travaux en verre et à jour de tes traitements. Et ensuite, on pourra parler de biodynamie. Voilà. Et déjà, cette approche-là m'a beaucoup plu. C'est voilà, un homme de la terre qui me dit que la biodynamie ne sauvera pas le domaine, mais que ça peut être juste un truc en plus et à apporter pour les vignes et surtout sur les vins après. En fait, c'est vrai que ça impose une vraie discipline de travail encore plus stricte qu'en conventionnel finalement. Parce qu'en conventionnel, on peut rattraper des erreurs, des oublis si on veut partir en week-end ou si on veut terminer tôt ou pas commencer trop tôt le matin. En conventionnel, on a beaucoup de correctifs. En biodynamie, en fait, c'est pas possible ça. Non, il faut. C'est une hygiène de vie presque. C'est ça. Et c'est cette approche qui fait qui est plus globale, un peu holistique, qui permet d'avoir cet équilibre naturellement qui se fait et de ne plus avoir besoin d'autant de traitement. C'est ça. Et puis surtout, on a maintenant un outil scientifique, la cristallisation sensible, qui permet, quand tu analyses un liquide, qui te permet de voir le rayonnement et l'énergie que ce liquide a. Et toutes les études qui ont été faites là-dessus, sur les vins, tu as une graduation. Les vins conventionnels, ils sont là, les vins bio sont là, et les vins biodynamiques sont nettement au-dessus. Et si tu regardes bien, tous les plus grands domaines qui produisent les plus grands vins, entre guillemets, sont en biodynamie, et depuis très longtemps. Et à un moment donné, je pense que c'est pas un hasard. On pense à Leroy, par exemple, depuis très longtemps en biodynamie. Oui, c'est ça. Un vieux de la vieille. Là, à l'écran, un dynamiseur, est-ce que tu peux nous en parler, dire comment ça fonctionne chez vous? Sur la gauche de la photo, là, vous voyez? Le dynamiseur, c'est un fût en bois. C'est un fût en bois où tu mets l'eau de pluie dedans. Et ensuite, là, on est en train de brasser une 500, une préparation de double de corne. Et tu brasses ça pendant 1 heure. Donc, le brassage, c'est tu tournes dans un sens pour créer le vortex. Et ensuite, ce qui est très important, c'est à ce moment-là que l'information passe dans le liquide. Tu fais le chaos et tu repars dans l'autre sens. Voilà. Et ça pendant 1 heure pour les 500, pour les 501 et un peu moins longtemps pour les valérianes, c'est 20 minutes. Voilà, tout est en fonction d'eux. Pendant 1 heure? Et c'est à la main? Oui, c'est à la main. Il en existe des électriques. On en a aussi un électrique quand on n'a pas le temps. C'est des dynamiseurs australiens, donc c'est une grosse cuve en cuivre. Et voilà, sinon, quand on peut, on le fait à la main. C'est bien de transpirer un petit peu. Ah ouais, c'est comme tu dis, c'est une hygiène de vie, quoi. Ouais. C'est mieux d'aller à la salle de sport. Hein. Ouais, c'est sûr, ça coûte moins cher. Ah, et puis en plus, je pense que tu transmets probablement, ça va probablement être difficile à démontrer, mais il y a probablement une énergie qui se transmet de l'homme à l'eau en faisant ça. Complètement. Et ça permet de bien sentir tout ça, quoi. Et sur la droite, on voit quelqu'un là, je ne sais pas qui c'est peut-être ton grand-père. C'est Alain avec son cheval pirate. En fait, sur les plantes, sur la plante, on était ce matin d'ailleurs, on était en train de la piocher. On avait fait ça. Il avait labouré à cheval, on faisait tous les traitements à dos, et les renenages à la main pendant 3 ans. Pour vraiment permettre à la vigne de bien s'enraciner et de pas se retrouver avec un tracteur pour passer les sols. Parce que c'était des vignes qu'on venait de planter. Voilà. On fait ça sur les jeunes vignes, sur les jeunes plantes. Et au niveau du sol, le passage du cheval,
par rapport à un tracteur? C'est génial, hein. Tu aurais presque envie de marcher pieds nus dans les vignes, hein. Si on avait le temps et l'argent, on ferait tout comme ça, hein. Ça, sans hésiter, quoi. Sans hésiter. Les sols, ils sont décompactés, ils sont aérés. En plus, tu ramènes une information, tu ramènes un animal dans la vigne quand même, donc ce qui n'est pas rien. Donc, tu retrouves vraiment un cycle paysan, l'animal dans le champ, la terre, l'herbe, voilà, puis tu es vraiment alerte, tu vois ce qui se passe, tu n'es pas comme sur ton tracteur abruti avec le son. En plus, ça a quelque chose d'un petit peu symphonique, le cheval. Tu sais, tu as toutes les attaches là, en métal, donc c'était gling, 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 gling. Enfin, c'est très. Là, en plus, dans des paysages comme ça, plein de brouillard, c'est juste absolument magique. Et en plus, tu verrais ces chevaux-là, tu leur dis pirate, stop, ils s'arrêtent, un pas en arrière, il fait un pas en arrière, un pas en avant, il fait un pas en avant. Enfin, c'est un dressage, mais même mon chien Border Collie, il ne obéit pas comme ça. Et quand tu vois la masse de 300-400 kilos se déplacer comme ça, même plus, hein, je pense qu'ils font pas loin d'une tonne, ces chevaux-là. Mais c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Et ça, c'est Alain, du coup, le chef de culture enfin, Non, c'est un prestataire de service, Alain. Voilà. Il a trois chevaux et il intervient chez différents vignerons. plutôt sur les jeunes vignes, quoi. D'accord. Ouais. Et là, je partage une autre photo où c'est toi, ça, on te voit là. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? C'était cet été. C'était au printemps, là, on avait dynamisé une préparation de thym, origan, sarriette, qui sont des plantes plutôt froides qui poussent en milieu chaud. Voilà, et c'était juste avant le gel. Thym, origan et salette? Et sarriette, ouais. Oui. Et c'était génial parce que ça sentait la pizza, quoi, dans les vignes. C'était assez sympa. Et quelle dose, par exemple, qu'on met là dans ce que tu envoies là, tu prépares dans ton dynamiseur, il y a combien de litres, il y a combien de grammes de thym, de sarriette? Si tu veux, c'est des préparations qui sont fabriquées par Patrick Goether en Bretagne, qui a écrit un super ouvrage, Les alternatives biologiques aux pesticides. Et voilà, là on brassait 1 litre, de préparation, donc c'est des décoctions. Il laisse macérer ça. Ensuite, c'est filtré et tout. Et ensuite, on a mis 30 litres d'eau et on a dynamisé ça pendant 20 minutes. Voilà. Et ensuite, on a passé ça sur les vignes pour protéger, enfin, pour donner l'information de protection. Pour le gel. Pour le gel. Voilà. Et du coup, vous n'avez pas été touché par le gel là, sur ces vignes? Non, mais personne ne l'a été cette année. C'était plus un essai, tu vois, et se dire. On est descendu un petit peu, mais pas assez pour être impacté. Si tu veux, les chardonnays, les blancs ont toujours tendance à débourrer plus précocement que les pinots noirs. Donc là, tu vois, les bourgeons sont bien éclatés. Donc c'est aussi pour ça que les branches sont encore debout et on ne les avait pas couchées pour que ce soit un petit peu plus haut et que le niveau de gel, voilà, c'est toujours plus bas. Et ça se fait quand même du coup à pied. Ouais. Ah, mais ça va vite, tu fais 4 ans, ça tombe, quoi. Ça va très très vite. Tu marches assez vite, c'est pas obligé d'être sur chaque plante, quoi. Tu avances, tu envoies juste un petit peu C'est ça, tu mets vraiment, tu t'enveloppes vraiment ta vigne dans une atmosphère. C'est un gros brunisateur. Ouais. Un atomiseur. Tu finis atomisé à la fin. C'est beau à voir, c'est vrai, parce que c'est impressionnant. Et vu de l'extérieur, parfois, on peut se demander comment une si faible quantité brunisée peut avoir autant d'impact. C'est l'homéopathie, hein, c'est le principe de l'homéopathie. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que moins tu en donnes à ton corps, plus quand tu vas en donner, tu vas être hyper réceptif, quoi. Si tu bois pas pendant 6 mois, les 3 premiers verres de vin, ils vont avoir beaucoup plus d'effet qu'actuellement, quoi. C'est comme tout. J'ai jamais testé 6 mois sans boire. Moi non plus. Du coup, là, justement, ça fait au moins 10 minutes qu'on n'a pas goûté quelque chose. Et on a le deuxième vin qu'on voulait goûter ce soir, c'était en Côte de Nuit Village. Oui, les plantes au bois. Plantes au bois.
C'est notre plus grande parcelle, celle-là. Elle fait 1,40 m et elle est tout en haut du coteau. Vous devez peut-être avoir une petite carte. Je ne sais pas si c'est une petite carte. Je vais partager une petite carte. Déjà là, on a ici la cuvée que vous reconnaîtrez pour ceux qui ont la chance de l'avoir reçue. Je vois que Olivier Hébrard s'est connecté, mais ah oui, c'est lui qui n'a pas de micro. Non, si, non, il n'a pas le vin, il n'a pas les vins. Olivier Hébrard, il n'a pas les vins, mais Olivier Gilbert, il a les vins, mais pas de micro. Oui, je confirme. Moi, Olivier Roire, oui, j'ai pas les vins. Les vins. Mais il a un micro. C'est déjà ça. Olivier a les vins. Et donc, c'est le 2018 aussi qu'on déguste. Et je vais essayer c'est ça. la carte que j'ai montrée tout à l'heure avec les vins, avec les différents climats. Non, il en faut une autre. Là, tu étais sur la carte de Gevrey-Chambertin. Ah, celle-là. Non, voilà. Ouais, c'est celle-là. C'est celle qui est tout en haut, les plantes du bois. Les plantes du bois. En dessous de la Jules Vigne et au-dessus de la Jules Vigne et de la Devinode. Voilà, c'est ça. On a quasiment tout le coteau. Enfin, tout ce lieu-dit. Tout le coteau. Plantes du bois parce que le juste est pas très loin au-dessus, c'est ça? C'est ça, ouais. Après, tu sais, les noms de lieux-dits, enfin, tu vois, c'est un petit peu. Des fois, tu comprends pas, ça n'a pas grand. Enfin, voilà, c'est très ancien. Les dénominations sont très anciennes. Là, pour se donner un ordre d'idée, là, tu vas à pied depuis le domaine là-bas. Régulièrement. Non, il faut. On peut y aller, oui, c'est juste à côté, mais tu sais, as toujours beaucoup de matériel à transporter avec toi. Les deux chiens, enfin voilà, on pouvait même y aller en traîneau à chien en fait. Et là, tu te rends pas compte, mais ça monte très 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 dur. Et ça c'est un bon coteau. On n'est pas très loin là, on est à quelle distance à peu près? On a même pas 1 kilomètre quoi. Ouais, enfin non, 1 kilomètre avec tout le matériel, c'est vrai que. Ouais. Et donc là, on y fait ce vin là, du coup, tu peux nous en parler peut-être à l'ouverture? Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, c'est un petit peu réducteur à l'ouverture, mais la réduction, c'est pas gênant puisque si tu veux, quand on se positionne, enfin, un vin, d'un côté, tu as la réduction, de l'autre côté, tu as l'oxydation, au milieu, tu as le potentiel aromatique maximum, et il faut toujours travailler du côté réducteur. Alors, des fois, tu as juste ce qu'il faut en réduction, et des fois, tu as des vins qui sont un petit peu plus réducteurs. On n'avait pas du tout la réduction à la mise en bouteille, et c'est une réduction qui est venue après, donc elle va repartir comme elle est venue. C'est un peu le mécanisme de protection naturelle du vin, si tu veux. Et quand on travaille avec des doses de sulfite quasi nulles, c'est important d'être toujours dans cette balance-là. Voilà, il faut. Si tu as des vins trop ouverts, tu sais qu'ils vont se fatiguer à un moment donné, et voilà, il faut peu d'apport d'oxygène. Le seul moyen de contrer la réduction, c'est l'apport d'oxygène. C'est aussi. Ce qui se passe dans le verre, à l'aération, il lui faut un petit peu de temps hein, quand même. Et au début, il faut un petit peu de temps. C'est réducteur, qui peut déstabiliser les personnes qui ne savent pas trop. Moi, je suis toujours rassuré quand je vois ça parce que je me dis naturellement, le vin, il a de la protection, peut tenir et ça permet de réduire les doses en soufre. Et cette réduction, elle n'est pas du tout inquiétante. Ouais. Ça paraît quand même, je pense qu'il faut agiter un peu, mais ça ne disparaît pas. C'est exactement ça. Si tu amènes de l'oxygène, la réduction tombe. Après, tu vois, ce qui est hyper rassurant, c'est que c'est le nez qui est réducteur et la bouche n'est pas marquée en réduction. En bouche, tu retrouves les fruits noirs. Enfin, voilà, le côté un petit peu épicé et un petit peu écorce de mandarine. Et quand c'est comme ça, tu dis que ça va marcher, il n'y a aucun souci. C'est vraiment quand tu es marqué au nez, marqué en bouche, là, il va falloir de l'air, beaucoup d'air. Et justement, pour l'aération, là, on parlait d'aération, tu as reçu un petit appareil que tu as testé juste avant. Et tu peux nous Oui, c'est ça. C'est l'aérateur Aven. Je sais pas si tu connais cet objet-là. Oui, moi je connais, oui, mais je ne sais pas si tout le monde connaît. Et en fait, là, on a fait un essai tout à l'heure. On a mis 4 heures. On a mis 4 heures. Tu vois, je vais refaire un essai avec ma petite sœur, c'est mon petit cobaye. Voilà. Donc ça injecte l'air en même temps. Vu qu'on n'a pas toujours tendance à ouvrir les bouteilles 2 heures avant, quoi, à bonne température. Mais... Non, puis surtout quand tu es dans une lancée, les bouteilles, elles tombent. Tu bois le dernier verre. Au moment où tu bois le dernier verre, tu te dis c'est là que j'aurais dû commencer de la boire. Et puis, off, elle est finie. Et tu vas en rechercher une. Que tu as bien sûr. Attends, je vais écouter. Que tu n'as bien sûr pas carafé. Enfin, tu connais la chanson. Hein,
Et là, tu vois, là, on est sur 4 heures d'aération. La réduction est partie. Tu vois, ça, c'est des vins que tu peux aisément ouvrir. Tu bois 2 verres, tu remets le bouchon dessus, tu le mets dans un coin au frais. Le lendemain, c'est juste parfait. Ouais, c'est super pratique ça parce que ça permet de les boire lorsqu'on n'est pas assez nombreux pour finir la bouteille. On n'a pas besoin de se forcer et on peut attendre du coup raisonnablement le lendemain pour terminer le vin. Moi j'aime beaucoup ces vins-là parce que pour ça c'est très pratique. Là en semaine, si je suis juste avec ma femme, on la boit sur 2, 3 jours la bouteille et avec la réduction, c'est très pratique. En mettant sur 4 heures, tu arrives à un résultat qui est à peu près équivalent, je pense, à une aération. Ouais, je pense. Après, ça dépend du nombre de fois où tu bascules la bouteille. Tu sais, à chaque fois que tu sers, Oui, forcément, tu fais rentrer l'oxygène et tout, voilà. Après, ouais, c'est assez bluffant cet outil-là, hein. Tiens, je vais essayer sur 8 heures. Ça m'intrigue. ceux qui ne connaissent pas, ça permet d'indiquer sur un petit curseur le nombre d'heures d'aération équivalentes qu'on souhaite avoir. Je ne sais pas si on voit bien qu'il y a marqué 8. Non, bascule en arrière. Non, Ouais, non. oui, si on voit, ouais, 8, ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est tactile, donc on peut choisir le nombre d'heures d'aération équivalente. Ça permet de ne pas attendre 8 heures, justement, en carafe. Et du coup, c'est super intéressant pour ça. Très adapté. Moi, je ne l'ai pas avec moi ici. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup agité le vin. La réduction reste un petit peu, mais ça ne me dérange pas. Et c'est vrai qu'il a besoin d'aération, ce vin, parce qu'on a ce côté réduit. Un petit peu gibier. On parlait avec l'équipe là tout à l'heure de ça pouvait être le gibier, le côté lièvre fraîchement attrapé dans la garenne le matin avec la rosée sur le pelage encore. Et c'est ça qu'on a là. Au début, c'est ça, et puis après, ça disparaît. Alors ça, c'est le nez, et puis en bouche, tu parlais un petit peu de la bouche tout à l'heure, on n'a pas du tout la réduction en bouche. En revanche, ce qu'on a par rapport au pinot noir qu'on a goûté juste avant, c'est un côté plus charnu. Il y a quand même plus de matière que dans le pinot, là. C'est ça que je trouve très, très En intéressant. fait, On est sur 24 heures. en fait à 24 heures, ça n'a pas bougé, au contraire, c'est magnifique. La particularité de cette vigne, là, on en a arraché un petit bout là, qu'on va laisser reposer 2-3 ans avant de replanter une belle section nasale de pinot. Mais la particularité, c'est que dans cette vigne, on a vraiment 20-25 cm de terre. Et ensuite, tu es sur des dalles de calcaire dur. Donc, ça donne toujours des vins plus charnus, beaucoup plus. Ils sont calés sur les mêmes méthodes de vinif, hein. On fait le moins possible. Il n'y a pas Voilà. plus, il y a pas plus il n'y a pas une durée de cuvaison un petit peu plus longue, là? Non. Incroyable. C'est vraiment la magie des terroirs. On est à 300 mètres à vol d'oiseau des Bourgognes, tu vois, qui sont dans des plus grosses argiles, donc dans des terres plus profondes. Et les grosses argiles lisses, vraiment, tu vois, en termes de structure et tout, ça fait jamais des tanins qui accrochent. Donc ce sol un petit peu plus riche, ça amène cette concentration. Et le sous-sol plus calcaire, c'est ça qui amène quand même cette minéralité, cette fraîcheur C'est ça, ce petit côté un petit peu crayeux comme ça, tu vois. qu'on a. C'est délicieux. Hein. C'est vrai que là, maintenant, il commence un petit peu à s'ouvrir. Là, quand il en reste très peu dans le verre, ça s'aère un peu plus en plus. C'est parfait, ouais. Et on a vraiment quelque chose de très, très chouette. Quand même. Là, on le goûte vraiment bien. Et cette réduction, c'est vrai que quand on l'avait goûté, on s'était revu au salon à Montpellier là, au mois de février, avant justement d'être tous enfermés. Et on n'avait pas cette réduction de mémoire sur le code de nuit. Tu sais, c'est un peu le principe des vins vivants. Tu ouvres une bouteille le lundi, elle est magnifique. Là, tu as tous tes potes qui déboulent à la maison le vendredi et tu te dis attendez, je vous fais goûter ça. Et là, au moment où tu ouvres, tu fais ah merde, ben, c'était pas le bon jour, il a fallu venir lundi, quoi. Et puis fin janvier, on avait mis en bouteille depuis 2 mois. C'était vraiment fraîchement mis en bouteille, quoi. Ça avait été mis en bouteille début décembre. Voilà. Donc il faut toujours le temps un peu de redescendre de ce traumatisme. Ouais, t'as toujours ce qu'on appelle la maladie de bouteille qui dure entre 6 mois et 1 an, suivant les vins. Et pendant cette période-là, c'est du yo-yo en permanence, quoi. C'est ça, ouais. Et donc là, on a parlé pas mal de vignes, un petit peu de vinification. Si on poursuit dans le cycle, est-ce qu'on peut parler un petit peu d'élevage, de la manière dont vous faites les choses en élevage?
Bien sûr. En fait, on est plutôt calé sur encore des élevages traditionnels. Là, je mets une photo des barriques là. Hein. Voilà. Je suis super heureux de voir que ça mousse. J'adore ça. J'adore la mousse, je sais pas pourquoi. Là, sur les blancs, si tu veux, c'est un essai qu'on a mené depuis 3 ans maintenant. On a un premier œuf en béton et sur les aligotés, on fait une partie en œuf béton et une partie, donc ça c'est les jarres en grec, vous voyez, et une partie en fût. Et en fait, à chaque fois que je le fais en dégustation à l'aveugle, l'aligoté en œuf béton, c'est délicieux. Tous nos amis qui travaillent avec nous, là, tous nos saisonniers, notre Arthur, notre apprenti qui vient juste d'avoir son BTS, d'ailleurs, on peut l'applaudir. Hein. Voilà. Tous les soirs, quand ils rentrent du boulot, ils me disent Antoine, on va au blanc d'œuf. C'est la ligoté qui est dans l'œuf béton, ils appellent ça le blanc d'œuf. Et ça ramène une dimension au vin, je trouve, cette forme déjà d'œuf qui permet la circulation fine des lies. Mais en termes de texture et de fraîcheur, c'est juste absolument génial. Là, je vais en mettre je vais à l'écran, là, c'est les œufs, là, comme ça. Ouais. Et justement, c'est ça l'objet de ce financement, c'est vous avez testé, vous avez déjà eu quelques œufs et vous voulez en avoir davantage. Et l'objectif du financement participatif, c'est d'avoir un petit peu plus de ces œufs en béton. C'est exactement ça. Si tu veux, on voudrait arriver à terme que toutes nos cuvées de rouge, il y ait on va dire, entre 30 et 60% de toutes nos cuvées de rouge élevées en béton. Voilà. Donc, si tu veux, on est sur des profils d'année de plus en plus chauds. L'élevage bois, il se justifie sur des profils d'année, tu sais, un petit peu où tu as beaucoup d'acidité, où tu as besoin vraiment de gommer cette acidité, de patiner ton vin. Là, on a juste besoin de contenants d'élevage qui puissent nous permettre de juste travailler un petit peu la texture en bouche et de préserver ce fruit éclatant qu'on aime dans les vins, quoi. Et ça, c'est absolument génial. Donc ça, il y a l'effet effectivement de la forme de la cuve en forme d'œuf, mais aussi le matériau, le béton. Ouais. Le gros avantage du béton, c'est que c'est assez épais, donc tu as une très belle inertie thermique, quoi. Mm-hmm. Et ça, du coup, pour les vins, tu as moins de variations de température brusques et violentes, et ça leur fait beaucoup de bien, quoi. Et puis en plus, c'est plus écologique. Ça te permet vraiment avant que le vin varie en température, tu as plus de temps. Tu n'as pas besoin de mettre les climatisations, les choses comme ça, ou les chauffages. C'est très intéressant. C'est une production locale, je crois. C'est bourguignon, ouais. Oui, alors ça s'appelle les œufs de Beaune, mais ça n'a rien de beaunois. Ça vient d'Écuisses dans le 71. Ouais. Super. Et ça, vous l'utilisez aussi donc plutôt pour l'instant où tu dis que vous faites des essais sur les blancs, un petit peu pour les rouges. Les rouges, on a fait des essais en jarre en grès. Voilà. Et surtout, moi, j'ai goûté chez des amis à moi, les rouges sous béton, là, c'est juste, waouh, magnifique. Ça, c'est déjà. On voit, c'est les jarres en grès ici, là. Vous avez déjà depuis quelques années. Et si tu veux, le grès, c'est très fin, donc tu as les échanges sont très rapides. Je parle d'échanges thermiques, sont très rapides. Oui. Alors, c'est pour ça. Je vois que l'heure avance un petit peu. On peut peut-être passer au Gevrey, qui est la dernière cuvée qu'on va goûter ce soir, le Gevrey. Avec plaisir. 2018. Ouais, 18. Ce millésime 2018, tu peux peut-être nous en dire deux mots? Ce millésime 2018, je vais vous en dire deux mots. Alors il y en a déjà eu un l'année dernière et ensuite je suis concentré en ce moment sur celui qui arrive. Mais 2018, si tu veux, c'était une année, c'était un petit peu compliqué au départ. Ensuite, il s'en est venu une grosse période de sécheresse en été. Tu vois, de plus en plus, la météo est marquée comme ça. On manque d'eau l'été, donc les vignes commencent à être en stress hydrique. Et puis, pour couronner le tout, on a grêlé le jour où la France était en finale de la Coupe du Monde de football. Ah oui, je m'en souviens. Ouais. Ça, c'était à Comblanchien. À Gevrey n'a pas grêlé. Non, on a juste grêlé sur Comblanchien et sur Promo Prissé.
Donc, le village maudit des dieux. Pour une fois que c'est nous, tu vois, on accepte, on courbe les chines parce que ça arrive très rarement. Si tu veux, on a vraiment la carrière qui protège un petit peu. Me demande pas pourquoi, je pourrais pas t'expliquer scientifiquement pourquoi, mais j'ai toujours entendu mon grand-père et tous les vieux du village dire grâce à la carrière, on est protégé. De temps en temps, ça tombe. Voilà. Donc c'était un petit peu compliqué parce que tout le monde a fait énormément de vin autour. C'était plutôt une année assez riche et opulente d'un point de vue production. Et nous, on s'est pris une gamelle terrifiante. Sachant qu'en plus, on a grêlé au moment où la vigne, tout est fini, on part en vacances, on est content, tout le monde a le smile. Et là, bim, c'est fini. C'est tard, hein. C'est une grêle hyper tardive. Hein. Voilà, c'est ça. Et encore, c'était assez tôt, ça a eu le temps de sécher, donc on a eu le temps de rattraper les choses. Vous avez quand même pu vendanger? Bien sûr, ouais. Mais on a vendangé, ouais, on a fait un tiers de ce qu'on aurait dû faire, quoi. Mais on a fait du raisin, on a du vin dans la cave, pas à Gevrey. C'était vraiment localisé sur Convention et sur Comaux-Prisset. Et il ne faut pas se plaindre, on a du vin dans la cave et voilà, t'en as quand ils sont grêlés. Là, je pense à tous mes confrères bordelais qui ont pris plusieurs fois les orages. Là, les seules choses où tu vas quand tu lèves le matin, c'est pour aller chez ton assureur pour savoir combien il va te redonner. Enfin, tu vois, c'est quand même pas cool. Hein. C'est pas notre métier, quoi. C'est pas notre métier. Là, le Gevrey, il y avait du raisin. Et donc, cette cuvée-là, qu'est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Au nez, il n'y a pas de réduction comme sur le Côte de Nuit? Non. Il y en a une toute petite légère, tu vois. Et ensuite, vraiment, on retombe en termes de fruits. On est plutôt sur ces fruits noirs, sur ces épices. On a vraiment ce côté un peu typé Gevrey. Tu vois, quand tu le mets en bouche, tu sais que tu es au nord de la Côte de Nuit, dans les grands terroirs. Voilà. Ah, il veut boire un petit coup aussi, le chat, on dirait. Oui, c'est bien menu. Il est venu pour le Gevrey, il est venu pour le meilleur. Quoi. Toujours. Ouais. Elle a très bon goût. Non, mais c'est vrai que là, on est sur un vin qui exprime encore plus de niveau de lecture, parce qu'en bouche, on a un premier niveau qui est plus sur le fruit, après viennent les épices, aussi il y a des notes de cuir, je trouve qu'il y a une forte complexité, et c'est quand même sous-tendu par beaucoup de fraîcheur. Je trouve qu'on a même presque des arômes un petit peu… Beaucoup de fraîcheur et une buvabilité qui est super agréable. Il y a un peu de réglisse, même d'anis, qui amène cette fraîcheur. En bouche qui revient. Très belle cuvée là aussi. Hein. Et cette fraîcheur va permettre au vin, je pense, de rester bien agréable et séduisant comme ça pendant pas mal d'années. Ouais, là, on est sur des potentiels de garde. Enfin, tu vois, tous les vins, quand ils sont travaillés en vendange entière comme ça, tu as toujours forcément un petit peu plus de réduction. Tu as les tanins de rafle qui structure le vin et qui donne une colonne vertébrale et un squelette au vin c'est des vins avec lesquels tu peux prendre du plaisir jeune et surtout qui peuvent être taillés pour la garde. Il ne faut pas oublier que les vendanges entières, il y a encore 150 ans de ça, tout le monde ne faisait que des 100% vendanges entières. On s'est mis à érafler, pourquoi? Pour gagner de la place dans la cuverie. Et surtout, on est vachement influencé par les vendeurs de matériaux. Tiens, érafle, tu vas voir, technologiquement parlant, c'est ci, c'est ça, les tables de tri vibrantes, enfin toutes ces choses. Des fois, ça me fascine, je vais chez des amis à moi, ils ont des réceptions de vendanges. Enfin, vous connaissez ça, hein, c'est juste, tu as une petite girafe qui emmène les raisins sur une table, ensuite tu as machin, trioptique, enfin tu es là, tu fais, mais on en est où là, quoi. Et, ça m'a aussi un certain manque de maturité parce que quand la rafle n'est pas bien mûre, elle amène aussi de la verdeur et c'est pas très agréable. Là, quand tu as une bonne charge sur relativement raisonnable sur les raisins, les rafles n'amènent aucune verdeur et on les voit, les rafles, elles sont belles là sur la photo qu'on a vue tout à l'heure. Ouais, c'est ça. C'est la date de vendange. Après c'est aussi une conduite de la vigne qui fait que tes rafles vont être mûres. Et une information que tu donnes quand tu vas mettre par exemple une silice, une préparation de 500 une biodynamique sur ta vigne, tu vas lui donner l'information de se mettre en position de vendange. Tu vois, pas en position de vendange, mais tu la mets en mode vendange, en mode récolte. Voilà. C'est la fin du cycle de croissance. On va passer en cycle de floraison et
et de maturité, maturation des raisins. Et tu fais cette préparation et tu la brumises comme ça aussi, un peu On la brumise sur les lignes au petit matin. Voilà. avant les vendanges. C'est ni plus ni moins que de la silice broyée qui est enfermée dans des cordes durant tout l'hiver. Et ensuite, on la dynamise pendant 1 heure. Et ensuite, on l'applique sur les vignes au petit matin. Et donc, la demande de Maxime, c'est tu l'as fait quand? L'idéal, tu peux en faire une juste après floraison ou juste avant floraison. Ça donne aussi une information à la vigne, elle stoppe un peu sa croissance. Et sinon, l'idéal, c'est de la faire 1 mois avant les vendanges, un cycle lunaire avant les vendanges. Ça, c'est top. C'est vrai que de stopper la croissance de la vigne, c'est super intéressant parce qu'il faut rappeler à tout le monde que la vigne, c'est une liane. Et si elle a de l'énergie et qu'on ne lui dit pas de s'arrêter, elle va croître pour coloniser le milieu. Et en fait, si on lui dit de se calmer un petit peu, elle va se focaliser plus sur ses raisins. Si elle passe toute son énergie dans les tiges à croître pour coloniser le milieu, ça va être de l'énergie quelque part qui va être gâchée pour les raisins. Et lui demander de se calmer comme ça sur la croissance végétative, de se focaliser plutôt sur les raisins, ça permet d'avoir des raisins qui arrivent à pleine maturité. C'est ça, c'est très intéressant. Super, vraiment, là, c'est une très belle cuvée, là, ce Gevrey, qui est plutôt un vin, je pense, pour accompagner un bon repas, parce qu'on a un côté encore plus structuré, charnu, avec plusieurs couches. Hein. On a vraiment senti l'évolution. Je pense que la dégustation, c'est super intéressant de les faire dans cet ordre-là. Hein. Je pense qu'on n'a pas choisi par hasard. Ah, c'est ça. Mais le Gevrey Chambertin, c'est vraiment une très, très belle cuvée, avec je pense, un vin qui évolue tout au cours du repas. Et qui se révèle avec différents arômes. Même la texture en bouche a changé par rapport à il y a un quart d'heure. Là. Complètement. Et c'est ce que je te disais juste avant. C'est super intéressant d'avoir des vins assez puissants, charnus, mais qui gardent aussi un degré de buvabilité. Un degré de buvabilité, quoi. Il n'y a rien de pire quand tu es au restaurant, ça nous est tous arrivé, tu commandes une bouteille de vin et tu bois limite un verre d'eau entre chaque verre de vin et tu te dis mince. Tu arrives à la fin du repas, il en reste, et tu fais bon, on va la finir vu le prix qu'on l'a payé, mais en fait, le but, c'est de se faire plaisir et d'avoir de la buvabilité dans les vins. C'est ça qui est intéressant. Enfin, c'est ça qu'on aime, nous. C'est réussi, et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup vos vins. Et ça fait 2-3 ans qu'on a goûté les vins dans les différents salons et tout ça. On s'est rencontrés. Et c'est vraiment constant, quel que soit le millésime. C'est vraiment ce qui vous caractérise. Et par rapport justement aux autres bourguignons, comment vous vous positionnez? Est-ce que vous êtes plutôt dans un style, est-ce que vous considérez que vous êtes plutôt traditionnel? Est-ce que vous êtes plutôt au contraire à bousculer un petit peu les codes? Marginal. Ça va être plutôt ça. Enfin, on essaie de redonner un petit peu du sens à ce métier. Enfin, voilà, c'est d'avoir un bon sens paysan. Enfin, et pas juste. Tu sais, quand tu as une exploitation à Vosne-Romanée ou à Gevrey-Chambertin, peu importe le style de vin que tu fais, tu auras toujours des clients pour le boire. Toujours. Parce que les gens achètent. La Bourgogne, c'est tout petit, il y aura toujours beaucoup plus de demandes que d'offres. Et partant de là, c'est pour ça que les choses évoluent hyper lentement. Et à la limite, tant mieux pour nous, parce que nous, on est vachement bien. On est très peu à faire ça. Hein. Si on est une dizaine ou une quinzaine, c'est par rapport au nombre d'exploitants en Bourgogne, c'est rien du tout, quoi. Je peux comprendre aussi, parce que c'est quand même un petit peu risqué. Ça demande une vraie implication au quotidien, une hygiène de vie et une disponibilité. Il faut être là au moment où il faut faire le traitement, quel que soit le jour, quelle que soit l'heure. C'est pas la voie la plus facile. Non, c'est sûr, mais on l'a choisi. En fait, n'importe quelle voie, du moment que tu l'as choisi, quand tu fais ton métier avec passion, enfin, il n'y a aucun souci, quoi. Il n'y a pas d'asservissement. C'est juste, c'est naturel, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Pour rien au monde, je reviendrai en arrière, et pour rien au monde, je ferai notre métier. On est tellement bien. Ah, ma sœur. C'est vraiment que c'est très très réussi. On est hyper content de goûter ces vins. Je vais peut-être parler un petit peu là sur le site là, vous présenter en partage d'écran sur le site de Wine Funding si vous voulez aider ce projet là. Donc pour
acquérir davantage de béton pour unifier, là, comme on en a discuté. Vous allez sur la page de Winefunding avec différents projets. Vous cliquez sur celui du domaine Antoine Liénard. Et là, vous avez une super vidéo où ils vous présentent leur méthode de travail de l'hygiène, qui est très sympa. Et ensuite, vous avez le domaine dans le village de Comblanchien. Les premières cubes, ça c'est une cube dans laquelle vous avez du blanc, un aligoté, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est le seul œuf qu'on ait, c'est Ouais. celui-là. Il n'y en a qu'un et les résultats sont intéressants. Donc, l'idée, c'est de pouvoir en acheter davantage. Et donc, grâce à ça, et le concept est assez simple. Hein, vous recevez, vous pouvez participer en commandant des vins et les recevoir juste cette année en 2020 avec ces formules-là sur un an. Et vous avez la formule vraiment qui a fait le succès là, de Winefunding, ce que les gens aiment beaucoup, c'est qu'en fait, les personnes s'abonnent entre guillemets sur 3 ans et donc amènent l'argent tout de suite, ce qui permet d'acheter les cubes. Et ensuite, vous êtes remboursé en vin sur 3 ans. Donc la première année, c'est 2020, peu après la fin de la campagne, et les années suivantes. L'avantage, c'est que du coup, ça permet au domaine d'avoir tout de suite l'argent disponible. Et en contrepartie, il vous concède une petite réduction sur le prix pour l'avance de trésorerie que vous lui faites. Et là, vous avez des packages on a constitué avec les différentes cuvées. Donc là, c'est les cuvées qu'on a justement dégustées, le pinot noir, la plante au bois et le gevrey chambertin, sur 3 ans. Et vous recevez chaque année. Et ça vous permet de suivre l'évolution. Chaque année, vous recevez de nouveaux millésimes. Donc, ça vous permet de voir, de suivre sur quelques années et de voir l'effet millésime sur les vins et d'être vraiment, du coup, ambassadeur du domaine auprès de votre entourage. Voilà, donc, je vous invite à aller sur le site Winefunding. Hein, les contributions seront très simplement en ligne et vous pouvez donc soutenir ce projet. Je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être. On a abordé pas mal de sujets, donc il n'y a peut-être pas forcément de questions. On en a vu dans le chat qu'on a abordé. Donc, s'il y en a certains d'entre vous qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser via le chat ou à vous envoyer un email info@winefunding.com et on vous répondra avec plaisir. Et si vous pouvez aussi, si vous avez l'occasion de passer en Bourgogne pendant l'été, je crois que vous avez une chambre d'hôte. Vous pouvez en parler peut-être, Héloïse? Oui, c'est chez moi, en fait. Je fais du Airbnb, de l'échange de maison, je fais plein de choses comme ça. Et ça se trouve où? Ça se trouve dans le village de Comblanchien ou pas? C'est l'appartement, c'est la maison construite par notre arrière-grand-père, dans laquelle mon grand-père a vécu toute sa vie, et que j'ai repris et que j'ai rénové. Et aménagé. Et on est dans la cour du domaine, on vit tous ensemble. Super. Ouais. Donc c'est un beau petit village, c'est une belle région. De toute façon, cet été, on va tous être un petit peu en France. Donc, ceux qui ont l'opportunité d'aller faire un petit tour en Bourgogne, contactez Héloïse et Antoine. Ils vous accueilleront. Tu es ouvert pendant l'été sur quand on est là, oui. Non, si tu veux, l'été, c'est aussi une période un petit peu propice où on part, mais on part toujours par petites périodes de 3-4 jours. J'arrive pas à laisser le bébé, quoi. C'est pas possible. Moi, j'y arrive. Héloïse y arrive plus que moi, mais voilà, donc on est là plus ou moins tout le temps. Il n'y a pas de... Voilà. Avec grand plaisir. Ok. Merci beaucoup à tous les deux pour votre disponibilité. Merci pour ces délicieux vins. Vraiment, moi, j'aime beaucoup parce qu'il y a de la pureté, il y a du fruit. On a envie quand on a fini le verre, on a envie d'en boire un autre parce qu'il y a cette salinité qu'on n'a pas toujours dans les rouges et qui fait saliver un petit peu à la fin et qui donne envie d'en goûter davantage, raisonnablement bien sûr, mais qui n'est jamais écœuré. Voilà. Bravo, hein. Merci à vous. Merci beaucoup à vous tous. Hein. Merci. Et rendez-vous donc sur Winefunding pour soutenir ce projet. Et on se retrouve après l'été. On recommencera les dégustations après la petite trêve estivale. À bientôt à tous. Bonne soirée. Merci Maxime. Bonne soirée. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao.